Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20 h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Premier ministre et le gouvernement évaluent les engagements vis-à-vis des partenaires sociaux. L'essentiel des accords a été respecté, indique le ministre de la fonction publique. 4 milliards seront nécessaires pour les agents décisionnaires de l'éducation nationale. La question du reclassement des greffiers a été évoquée. GTA, Sangomar, Yakarteranga, le ministre du pétrole et des énergies décline le niveau d'exécution de ces projets gaziers et pétroliers. Plus de 90% pour les deux premiers. Face à la presse, Antoine Félix Abdoulaye Diom est revenu sur la séparation à l'amiable avec BP et le nouveau concept à établir avec Cosmos Energy. Les premiers barils sont attendus entre le mois de mai et juillet 2024. Projecteur sur la première femme questeur à l'Assemblée nationale après 12 bonnes années au sein de l'hémicycle. Aminata Gueye gère aujourd'hui l'administration et les finances de la deuxième institution du Sénégal. Députée ancienne, présidente de la commission éducation et santé, elle s'est forgée au fil des ans une solide réputation. Son portrait dans ce journal, de même que celui d'une Badienougor, agent de sécurité de proximité qui plane sur les hommes grâce à son professionnalisme. Elle se lève tous les jours avant l'heure pour acheter des marchandises pour ensuite les écouler au marché champ de course. Ces femmes s'illustrent dans différents types d'activités pour avoir de quoi subvenir aux besoins de leur famille. La rubrique Société jette un regard sur le travail de ces dames. Bienvenue à tous. Le gouvernement évalue ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux. Les ministres de l'Éducation, de la Santé, de la Justice, des Finances, entre autres, étaient autour du Premier ministre ce mardi. Il ressort de cette réunion technique que l'essentiel des accords contenus dans les protocoles a été respecté. Il subsiste encore des blocages à lever. Nous écoutons à ce propos le ministre de la Fonction publique, Galoba, au micro de Aramdao. Donc on a passé en revue tous les engagements et globalement, le gouvernement est très confortable parce qu'il a respecté l'essentiel des accords qui étaient contenus dans les différents protocoles d'accord. Il reste entendu qu'il y a quelques points qui subsistent, notamment au niveau du secteur de l'éducation concernant les agents décisionnaires, pour lesquels il était envisagé la modification du décret 183-147 qui a été soumis en Conseil des ministres et par la suite, il a été décidé d'étudier en profondeur l'impact budgétaire. Et le ministre des Finances, à l'instant, vient de préciser un montant de plus de 4 milliards qui seront nécessaires pour la mise en œuvre de ce décret une fois qu'il aura été signé. Nous avons également évoqué la question des greffiers. Et là-dessus, le Premier ministre a demandé au ministre en charge de la Justice, en relation avec le ministère des Finances, mais également en relation avec le ministère de la Fonction publique, pour que nous puissions envisager avec les greffiers une formation, un stage qui devrait permettre le reclassement des greffiers qui sont au niveau hiérarchique B2 pour qu'ils puissent passer au niveau de la hiérarchie A2. Je pense que les dispositions sont prises en relation avec le surgiste pour que nous puissions voir dans quelle mesure mettre en œuvre cette décision pour permettre le reclassement des greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2. Une enveloppe de plus de 200 millions pour les acteurs de la pêche artisanale, les comités locaux. Les femmes transformatrices vont recevoir la somme de 50 millions chacun. Et le bureau des quais de pêche, 20 millions. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a rencontré les responsables de ces entités pour identifier leurs difficultés et apporter des solutions. Ibrahim Andong. Il est considéré comme étant un secteur stratégique qui contribue à plus de 3% du produit intérieur brut national. La pêche fournit environ 53 000 emplois directs et plus d'un demi-million d'emplois indirects, surtout dans la pêche artisanale et la transformation. Ce qui nécessite donc une gestion particulière de ce secteur par les autorités concernées. Ces concertations avec les différents acteurs par la tutelle en constituent une parfaite illustration. Voir en profondeur l'ensemble des maux que nous rencontrons dans le secteur de la pêche, surtout artisanale, et essayer de faire des esquisses de solutions pour pouvoir trouver des remèdes ou peut-être même des palliatifs par rapport aux urgences de l'heure afin
de pouvoir satisfaire à leurs aspirations les plus légitimes. Une rencontre qui a servi de cadre aux comités locaux de pêche artisanale et autres acteurs pour revenir sur certaines difficultés. Le diagnostic des problèmes liés dans le secteur de la pêche. Bon, les problèmes des femmes transformatrices, le problème des services, si je dis services, les services techniques des pêches et des transformations des produits halieutiques. Des acteurs soulagés et rassurés par le comportement de la tutelle. La majeure partie des problèmes ont été réglés d'art. Le reste, ce qui ne peut pas se régler, il a dit, il était franc avec nous. Donc, dans ce cas, vraiment, ça nous fait plaisir de le voir agir de cette sorte. Et depuis que moi, je suis là au niveau de la pêche, ça fait 1984 à nos jours, je n'ai jamais vu un ministre qui a parlé de ce ton et sur le plan pragmatique. Voilà, la sincérité de notre ministre tutelle n'est pas maintenant une équation pour débattre. Et en un temps record, parfois, il gère des choses qui ont eu à peut-être se retarder ici, dans les tiroirs, etc. Mais franchement, nous tenons à lui remercier et à prier pour que voilà, la meilleure des choses puisse l'arriver parce qu'il a décanté, il a levé de 2 voire 3, 4 paliers du niveau qu'il avait trouvé le secteur. Chaque CLPA recevra 2 millions. Le bureau national des CLPA, que je rencontrerai au moins une fois par trimestre. D'autres mesures allant dans le sens de l'accompagnement des acteurs ont été aussi annoncées. Dorénavant, une augmentation de 50 millions par an sera allouée à ce bureau national des CLPA. Au niveau des femmes transformatrices aussi, il y a une enveloppe de 50 millions qui est dégagée. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse instaurer cette subvention et même parfois l'augmenter. Nous avons aussi le bureau des quais de pêche, le bureau national des quais de pêche. On leur a accordé une subvention de 20 millions. 202 millions de francs CFA, une enveloppe exclusivement dédiée aux différents secteurs. L'objectif pour les autorités est de renforcer les acteurs pour mieux s'épanouir dans leur domaine d'activité. Les travaux des projets gaziers et pétroliers avancent à un rythme satisfaisant. Les premiers barils sont attendus entre mai et juillet 2024. Les projections en first gaz sont estimées au 3e trimestre de l'année en cours. Annonce du ministre du Pétrole et des Énergies lors d'un dîner-débat avec la presse nationale. Salut Sec. Un format novateur pour faire le tour d'horizon des questions liées au secteur du pétrole et des énergies. Une discussion sans filtre ni tabou pour savoir le niveau d'exécution des projets gaziers et pétroliers du Sénégal. Il s'agit du projet GTA, Grande Tortue Ahmeyim, que nous avons en partage avec la Mauritanie. Nous pouvons dire que la moyenne d'exécution de l'ensemble de ces composantes est aujourd'hui de 92,5%. Ce qui nous projette à un first gaz estimé au 3e trimestre, voire début du 4e trimestre de l'année en cours, qui est l'année 2024. Le projet Sangomar, avec un taux d'exécution d'environ 95%. Les travaux avancent très bien et nous nous attendons à un premier baril entre mai et juillet de cette année. Pour le 3e projet, qui est le projet de Yakar et Teranga, qui est dans le bloc de Kayar Offshore Profond, à la suite de la séparation à l'amiable avec l'opérateur BP, il y a eu une recomposition de l'association et ensemble avec Cosmos, nous sommes très avancés dans les discussions, dans la définition d'un nouveau concept qui vise, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, 2 axes, que sont le gaz to power, destiné à la génération de l'électricité à partir de ces 2 champs, mais aussi le gaz to industry, avec la construction et le développement d'unités industrielles, mais aussi d'une véritable cité de l'énergie. Les impacts socio-économiques de ces projets
le contenu local sont aussi abordés. L'admission du Sénégal au Forum des pays exportateurs de gaz était également au cœur des débats. Sur ses motivations et ses avantages, des réponses précises sont apportées par la tutelle. L'admission du Sénégal dans cette organisation présente plusieurs avantages pour notre pays. D'abord, il permettra, dans un compagnonnage fructueux, évidemment, nous rendons compte que l'échange d'expériences, le benchmarking qui peuvent suivre le travail que nous ferons ensemble avec l'ensemble des experts qui composent le GCF, nous permettront d'abord d'éviter les erreurs que certains de ces pays ont eu à faire, mais aussi, et c'est le plus décisif, de bénéficier grandement de leur expérience et de leur expertise. Et ensemble, comme d'ailleurs le souligne le GCF dans ses textes, cela permettra d'apporter un soutien à tous les pays membres dans leurs droits souverains sur leurs ressources en gaz naturel et sur leur capacité à planifier et à développer leurs ressources dans la plus grande transparence au bénéfice exclusif de leur population, mais dans un cadre respectueux de l'environnement. Autre sujet d'actualité abordé, la problématique du manque du gaz butane noté parfois par les ménages. Et ces échanges ont permis de lever toute équivoque. Le gaz butane, et comme tous les autres produits d'ailleurs en hydrocarbures, sont évalués par rapport au stock de sécurité qui doit toujours exister au Sénégal, et les autorisations d'importation se font à partir de cette évaluation. Donc ce qui est en pénurie aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas dans le marché, ce n'est pas le gaz butane, mais ce sont les bouteilles de gaz. Et les raisons sont multiples. Il y a d'abord un problème d'interchangeabilité entre les différents distributeurs, mais aussi il y a la fuite de certaines bouteilles vers la sous-région parce que, tout simplement, le niveau de consignation et de déconsignation est plus élevé dans ces pays, amis et frères qui nous entourent. En définitive, ce dîner-débat avec la presse nationale a permis au ministre chargé du pétrole et des énergies de passer en revue la politique énergétique du gouvernement. Une politique qui a permis, entre autres, le triplement de la capacité de production de la Sénélec, passant de 500 MW en 2012 à plus de 1700 MW en 2024. Le développement du secteur du bâtiment et des travaux publics et la forte dynamique d'urbanisation interpellent le sous-secteur des carrières. Face aux besoins importants en matériaux de construction, les exploitants de carrières et les administrations en charge des mines et de l'environnement élaborent une stratégie afin d'optimiser le sous-secteur. Anaïs Mayanyamane. Les exploitants de carrière, les transporteurs, les administrations en charge des mines, de l'environnement élaborent une stratégie intitulée « État des lieux et diagnostic du sous-secteur des carrières ». Une étude qui va permettre d'optimiser la demande en matériaux de construction jugée très élevée. Comme vous le savez, le plan Sénégal émergent, durant ces 2 premières phases, a engendré beaucoup de travaux. Ce sont les autoroutes, ce sont les projets ferroviaires, ce sont les autres grands travaux et surtout aussi la politique de logements sociaux et le développement, la montée en croissance des infrastructures nous ont valu une pression certaine sur les matériaux de construction parce que c'est des matériaux qui sont indispensables pour la réalisation des grands travaux, ce qui fait que ce qui a justifié aujourd'hui que nous puissions nous réunir avec les différents acteurs en vue de faire un diagnostic exhaustif de la situation pour pouvoir déceler toutes les contraintes et toutes les difficultés majeures qui empêchent à ce sous-secteur de pouvoir répondre de façon convenable à la demande des grands travaux et nous permettre dans un deuxième temps de pouvoir élaborer et définir ensemble une stratégie qui puisse permettre d'optimiser encore davantage le développement du sous-secteur en vue de mieux accompagner les grands travaux et chantiers de l'État. De nos jours, le secteur rencontre des difficultés causées par la raréfaction du basalte, l'épuisement des réserves de latérite et de sable. Bon, les défis sont énormes parce que les matériaux de construction sont
sont des matériaux qui sont épuisables. Donc, en termes de durabilité, il faudrait penser à une utilisation beaucoup plus rationnelle ou réfléchir à des matériaux de substitution qui pourront permettre de prendre le relais, comme par exemple pour le sable, en vue, parce que les travaux continueront d'exister de façon de plus en plus accrue du fait que nous sommes un pays émergent. Et les matériaux de construction existants, certainement, ne pourront pas couvrir la totalité des projets et programmes qui sont en cours. Donc, il faudrait nécessairement que les réflexions puissent s'initier et les concertations en vue de non seulement de rationaliser l'existant, mais de trouver aussi d'autres matériaux de substitution qui pourront prendre le relais et permettre à ce que tous les grands travaux ou tous les grands projets puissent disposer de matériaux qui soient suffisamment fiables pour que le projet puisse vraiment répondre aux attentes. Connaissance des ressources, promotion des substances de carrière, cadre législatif et réglementaire, protection de l'environnement sont entre autres thèmes de réflexion. L'objectif est de trouver les voies et moyens qui vont accompagner le sous-secteur des carrières. Nous restons dans le secteur des mines avec le rapport ITIE 2022. À Matam, la contribution de la SOMIVA, la plus grande société minière dans les caisses de l'État, s'élève à plus d'1,946 milliard de francs CFA en CRD de partage des résultats de ce document. C'est tenu à Matam. Les acteurs du secteur minier n'ont pas manqué d'exposer quelques-unes de leurs préoccupations. La question des indemnisations, le reversement des différents fonds ont surtout occupé les débats. Ibrahima Pabidjedjou. Cette rencontre de partage du rapport 2022 de l'ITIE a servi de cadre pour passer en revue les performances et les limites des sociétés en charge de l'exploitation des phosphates de Ndendori. La contribution de la SOMIVA dans le trésor public a été notoire. 2022 a été une année où 275 milliards a été collecté au Sénégal au titre du secteur extractif avec un périmètre de 29 entreprises. Et aujourd'hui, la région de Matam, c'est l'entreprise SOMIVA qui représente 98% des recettes qui ont été générées dans la région. La SOMIVA a contribué à hauteur de 1,946 milliard aux recettes de l'État. Et donc, nous avons tenu ce CRD pour restituer les chiffres de Matam en termes de contenu local, de recettes, de dépenses sociales. L'occasion a été aussi saisie par les relais pour exposer les préoccupations des communautés, parmi celles-ci les retombées de la mine chez les populations, mais aussi la lancinante question des indemnisations. Il ressort de ces préoccupations un problème ou un déficit de communication entre la SOMIVA et les communautés riveraines en fait de la mine. Ce déficit de communication, quelquefois, génère même certains aspects en fait de conflit. Voilà pourquoi on a beaucoup insisté sur la communication. Et à ce propos, j'ai demandé véritablement au directeur général donc, de la SOMIVA, ensemble, qu'on essaie de voir dans quelle mesure redynamiser en fait un cadre que j'avais mis en place ici, un cadre de dialogue et un cadre de concertation. Et à partir de cet instant également, veiller à l'application véritablement des conclusions qui ont été retenues déjà ici. Concernant les indemnisations, nous sommes venus en tant que société rappeler que c'est des procédures qui sont prévues par les lois et règlements du pays, que nous sommes en droit et en devoir de respecter. Mais le gouverneur a sensibilisé SOMIVA sur la nécessité de mettre une bonne dose de social. Nous avons aussi entendu ce plaidoyer. Et cela, donc, nous allons voir comment y apporter une réponse. Les acteurs ont aussi axé leur intervention sur les orientations de la RSE, le reversement des différents fonds miniers et la nécessité pour les producteurs de pouvoir bénéficier de ce phosphate pour booster les rendements agricoles. Si à Matam, la question des indemnisations, du reversement des différents fonds miniers ont dominé les débats. Les populations de l'île Morphil, dans le département de Podor, expriment leur satisfaction à l'endroit du Puma. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a réussi à désenclaver la zone. En outre, un programme de 100 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale va être exécuté sur l'ensemble de la vallée du fleuve Sénégal. Amadou Diallo. Une procession grandeur nature des populations de l'île Morphil.
Elles sont sorties massivement se féliciter des réalisations du Puma dans la zone. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a totalement désenclavé l'île à Morphil. De Ngui à Ndjoum, en passant par Kaskas et Demet, sans oublier Walalde, toutes ces localités sont désormais reliées par des routes de qualité. Un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous. Et ça, c'est la route de l'île à Morphil est une infrastructure qui donne une véritable solution à ce que nous a proposé le président Macky Sall. De Ngui Salde à Kaskas, de Kaskas à Walalde et Demet, et de Demet à Ndjoum. Des ponts. Partout où nous voulons entrer dans cette contrée, il y a des ponts. Le désenclavement est effectif. Les investissements aussi sont effectifs. L'île à Morphil est nichée dans le département de Podor. La zone était réputée difficile d'accès, mais cette situation semble révolue. Qui l'eût cru il y a quelques années, personne n'aurait pu rêver, n'aurait pu penser qu'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans cette zone si reculée, dans cette zone bordée par plusieurs cours d'eau, qu'on puisse circuler librement, qu'on puisse en tout cas aller vers maintenant l'exploitation des ressources hydro-halieutiques, en tout cas au niveau du département hydro-agricole. Je suis en mesure de dire aujourd'hui que grâce au Puma, grâce à la Banque mondiale, c'est un programme de 100 milliards de francs CFA qui sont entre les mains du Puma et qui doivent être réalisés dans les prochaines années et qui concernent uniquement la vallée du fleuve Sénégal. Cœur historique du Fouta, l'île à Morphil est la plus grande du Sénégal avec 1250 km². Avec ce désenclavement, l'île à Morphil peut dorénavant bien profiter de ses énormes richesses agricoles, mais aussi de ses potentialités touristiques. La date officielle de la commercialisation du voyage Thiès-Diamniadio par le train est prévue le 11 mars prochain. Mais avant cette date, les populations vont bénéficier de 5 jours de voyage gratuits, annonce du directeur général des grands trains du Sénégal. En conférence de presse, Oumar Amadou Sow assure que toutes les dispositions idoines ont été prises pour un voyage agréable sur l'axe Thiès-Dakar. Fatima Tabanelba. Une bonne nouvelle pour les voyageurs en train. Les voyages seront gratuits à partir de ce mercredi 6 jusqu'au dimanche 10 mars 2024. Le train est de nouveau sur les rails avec des mesures pratiques prises par les grands trains du Sénégal. Nous comptons faire des essais, mais en même temps, ce sont des essais gratuits. Donc toutes les populations de Thiès vont pouvoir venir le matin à 6h50, prendre le train, se rendre à Diamniadio et ensuite continuer leur trajet sur Dakar par le TR. Au retour, ils peuvent prendre le TR jusqu'à Diamniadio et ensuite embarquer sur notre train pour arriver à Thiès. Donc c'est un train par jour pendant ces périodes de 5 jours. Nous comptons démarrer la commercialisation le jour du Ramadan, qui est un jour béni. C'est un lundi, le premier lundi du mois de Ramadan. Donc nous allons démarrer. Et comme vous le savez, les tarifs sont de 2 ordres. Vous avez un tarif en seconde classe à 1 000 francs et vous avez un tarif en première classe à 1 500 francs. Du cœur de ville de Thiès au centre-ville de Dakar en 1h45 par voie ferroviaire. Un rêve devenu réalité grâce à une franche collaboration entre les grands trains du Sénégal et le train express qui devient régional grâce à la nouvelle ligne Thiès-Diamniadio-Thiès. Il y a un partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec les trains express régionaux, TR. C'est un échange de billets pour faire en sorte que le Thiessois qui vient ici achète à la fois le ticket de GTS et le ticket du TR. Ce faisant, quand il arrive à Diamniadio, il change de quai simplement, d'accord, pour prendre le TR. Et l'inverse aussi est vrai. Face à la presse, le directeur général de GTS est revenu sur plusieurs autres points, notamment l'interconnexion pratique sans tracas des voyages, la fiabilité du système ferroviaire et des autres projets qui tiennent à cœur GTS, comme la réhabilitation de l'axe
Que faut-il faire pour être prêtre? Quelles sont les qualités requises pour se mettre au service justement de l'Église? Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir le cursus de ces hommes qui ont tout laissé pour avoir ce titre en don de soi, servir la communauté chrétienne en sacerdoce qui commence à Ngazobil pour se poursuivre à Niafat, Sébikotane ou au grand séminaire de Brin. Anne-Marie Gomis retrace le parcours de ces sentinelles de la foi. À partir de cet instant historique et émotionnel, ils élargissent ainsi le cercle des serviteurs de l'Église. Ils sont désormais prêtres. Devant l'Église et devant les hommes, ils ont juré de servir le Christ durant toute leur vie. Un objectif atteint, un rêve réalisé qui fait le bonheur de l'Église et la joie de la famille. Une joie mêlée de mélancolie et de tristesse. Il est mon fils unique, d'une part. Alors donc, quelque part, je me dis, je me sépare de lui. Et comme je sais que les prêtres, c'est le fils de tout le monde, donc il ne sera peut-être pas à ma disposition totale. Et dès lors, une nouvelle vie commence pour ces nouveaux membres de l'Église. Une nouvelle vie, un nouvel environnement. Il y a des moments où nous sommes obligés d'écouter le chrétien, le fidèle, pour nous enquérir de la situation dans laquelle il vit. Et ensuite, nous confrontons justement cette vie aux réalités de notre foi. Une vie qui prend une nouvelle tournure et un public qui braque un nouveau regard au point de le juger. Le prêtre, lui, il nous donne toujours des conseils. De venir à la messe, de prier à la maison et de croire en lui, en Dieu. C'est un homme choisi, un homme qui a reçu l'ordre pour administrer les sacrements. Et pour moi, le prêtre, c'est le pasteur qui est appelé à guider le peuple de Dieu en paroisse. Ngazobil, point de départ du cursus. Cette localité située dans le département d'Umbour sur la route de Joal. Les enfants qui arrivent, ils entrent après un test serré. Les candidats nous viennent des différentes paroisses de l'archidiocèse de Dakar et aussi du diocèse de Thiès. Le test porte sur la vie spirituelle, la vie intellectuelle et la vie disciplinaire. Les élèves qui sont ici de la 6e à la 3e suivent les mêmes programmes que leurs camarades qui sont dans n'importe quel collège ou CES du Sénégal. En plus, peut-être le volet spirituel et dans l'enseignement général, le latin et le grec qui est obligatoire. Il y a certes un niveau intellectuel requis pour intégrer l'internat, mais cette exigence est précédée par une vocation. Je suis là parce que j'ai eu la vocation de devenir prêtre. Et quand j'ai fait le concours, j'ai réussi. Quand je voyais les prêtres, ils étaient à l'église en train de célébrer la messe. Et parfois, je venais aussi au presbytère pour voir comment ils vivaient. Et je les aidais aussi. Et je me suis intégrée au groupe vocationnel. Deuxième étape de cette formation, le moyen séminaire de Thiès pour le diocèse de Dakar et de Kaolack. Ils logent ici, mais ils font les cours au collège Saint-Gabriel de Thiès. Ils sont 45 cette année, donc de la seconde à la terminale. La pension ici, c'est que symbolique. C'est ici que s'obtient le bac pour ces futurs prêtres. Dès lors, les esprits restent tournés vers le grand séminaire de Brin et de Sébikotane. Mais auparavant, une escale au séminaire Saint-Paul de Niafat dans le diocèse de Kaolack pour une année de propédétique, pour dire simple, de discernement et d'approfondissement spirituel. Pour la dernière étape, deux directions, ou Brin ou Sébikotane. D'abord Brin en Basse-Casamance, un passage incontournable dans le cursus, durée 2 ans, essentiellement consacré à la philosophie. La matière principale, c'est la philosophie. À côté de la philosophie, il y a d'autres matières théologiques, mais qui sont enseignées sous forme d'introduction. Ils sont 45 séminaristes
issus des diocèses du pays. Point final de ce long cursus assez studieux, Sébikotane. Plus que 3 ans ne les séparent de leur objectif. Ici, l'accent est mis sur la théologie. Le clou principal ici, le fond, le socle, c'est véritablement la théologie. On leur donne un enseignement théologique qui leur permet de connaître la doctrine fondamentale de l'Église. Nous avons le cours d'islamologie, nous avons aussi la théologie des religions. Les futurs prêtres ne sont pas encore au bout de leur peine avant le retour à Sébi pour une dernière année. La formation par un stage d'1 an dans les paroisses pour mettre en pratique tout ce capital connaissance acquise. C'est pendant ce stage qu'il apprend les exigences de la vie sacerdotale et s'imprègne un peu de ce qu'il attend demain, être outillé, être beaucoup plus opérationnel demain. Dernière ligne droite, l'année diaconale pour parachever la formation. C'est une année d'approfondissement, une année d'exercice, bien qui leur permet de mieux voir comment une équipe sacerdotale vit et comment une communauté chrétienne s'organise. L'Église et les prêtres, c'est toute une vie, un contrat pour la vie. Même après leur retraite à 65 ans, l'Église se sert toujours de ces hommes de Dieu à travers la maison de prêtres où retraités et prêtres en fonction se côtoient. Les gens pensent que c'est pour les vieux prêtres. En réalité, c'est pour les prêtres qui sont dans les services généraux. C'est à partir de 65 ans, en principe, le prêtre est à la retraite en repos. C'est-à-dire c'est là qu'il commence à travailler véritablement. C'est son bonheur, en fait. Il n'aspire pas au repos parce que le repos, c'est le contraire de ce qu'il cherche. Ainsi va la vie de prêtre. De longues études, un sacrifice pour l'Église, contact permanent avec les fidèles, une longue tâche de dévouement et de dévotion. Le cursus des prêtres en document de Anne-Marie Gomis réalisé en 2014 et que nous avons proposé pour marquer le temps du carême. L'autre actualité de ce mois de mars, c'est la Journée internationale de la femme. Honneur à ces dames qui se battent de jour comme de nuit pour se faire distinguer dans leur travail. Elle s'appelle Aminata Gueye, première femme questeur à l'Assemblée nationale. Elle a brisé le plafond de verre, titulaire d'une licence en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle s'est forgée une solide réputation au sein de l'Assemblée nationale, et ce depuis plus d'une décennie au sein de la deuxième institution du pays. Son portrait avec Mamadou Sakine. Cette démarche élégante traduit la confiance qu'elle porte en bandoulière dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Sa patience, son abnégation et son courage l'ont propulsée au rang de premier questeur du Parlement. 12 ans au service du peuple, cette enfant de Saint-Louis est plus que jamais consciente du poids de la responsabilité qui repose sur ses épaules. Ce n'est pas facile, mais on s'est engagé. C'est un sacerdoce. On s'est mis, donc on veut rendre service, on veut rendre à la communauté, on veut répondre aux préoccupations des populations. Et là, je me fais un sacerdoce de pouvoir les satisfaire. Donc, à chaque fois que de besoin, je ferai de mon mieux. Tout au long des 12e, 13e et 14e législatures, Aminata Gueye a occupé les postes de secrétaire élu et de présidente de la commission éducation et santé. Cette expérience est un atout considérable pour ses nouvelles fonctions. J'ai fait la pratique parlementaire. Ce nouveau poste était un poste de découverte, puisque je n'ai jamais été questeur. C'était une découverte pour moi. Et là, j'ai une équipe très dynamique, très disponible, qui m'accompagne et qui me soutient dans les différentes tâches. Alors, en quoi consiste le travail de questeur à l'Assemblée nationale? La questure, c'est une équipe composée de la comptabilité, donc de la trésorerie, c'est le trésorier et tout ça. On a en charge la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale. Derrière le sourire de Aminata Gueye se cache une profonde tristesse, la perte de ses parents. Face à ce vide immense, elle a su rester résiliente, s'appuyant sur les valeurs inculquées durant son enfance à Saint-Louis pour avancer. Le fait de grandir dans une grande famille, il y a d'abord donc l'esprit de partage. Quand on parle de famille, il y a l'esprit de partage. Il y a aussi l'aspect respect, parce que les petits doivent respecter les grands. Il y a
l'intégration, la socialisation, ce qu'on appelle la socialisation, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir échanger, dialoguer et communiquer. Et ça m'a beaucoup facilité mon approche en politique. Fortifiée par les vicissitudes de la vie, Aminata Gueye s'est forgé une réputation au sein de l'Assemblée nationale. Aminata est d'un calme olympien. C'est une travailleuse et c'est une femme très dévouée. C'est une femme également très sociale. Et elle est leader dans son terroir. Elle a marqué les législatures, à savoir la 12e, la 13e et la 14e, par ses interventions pertinentes. Son éducation, sa constance, son amour envers son prochain. Une grande dame, une dame très dévouée, très constante, une belle personne, comme on dit. En dehors de ses activités parlementaires, le premier questeur nourrit une passion pour le sport. J'ai fait le basketball, j'ai fait aussi le handball, mais donc, comme j'ai plus... Au lycée Ahmed Fall, oui, de la 6e jusqu'à la 1re. J'ai fait le basketball. J'adore le basket, moi. C'est mon sport préféré. J'adore la marche aussi. Elle rêvait de hautes fonctions à l'image de son idole, Dioron Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation. Un rêve devenu réalité. Première femme questeur, Aminata Gueye envisage désormais la possibilité de viser encore plus haut avec un regard déterminé vers le perchoir. Femme au foyer Badianougor et agent d'assistance à la sécurité de proximité Absa Samb. C'est son nom remplit pleinement les critères d'une femme engagée. Elle est très appréciée dans son Pikine natal, tout comme dans son lieu de travail, grâce à sa disponibilité et son investissement dans les œuvres sociales. Suivons justement son parcours dans ce reportage de Dame Silla. Modèle achevé d'une femme battante, Absa Samb, plus connue sous le nom de Badiane Absa, est une citoyenne engagée au service de son peuple, agent d'assistance à la sécurité de proximité et en même temps Badianougor au quartier Gazelle de Pikine. Malgré tout, elle parvient à gérer cette double casquette avec brio. C'est un choix personnel, mais d'abord, il faut avoir l'amour et la passion d'aider son prochain, de s'investir dans le social. Mon souhait est d'assister toute personne qui est dans le besoin. Je suis très sensible aux demandes sociales des populations. Sa proximité avec les populations de Pikine date de très longtemps. Avant de devenir Badianougor, Absa était déjà connue dans la vie communautaire. Elle est aussi très engagée dans les associations sportives, culturelles et politiques. Ses proches la décrivent comme une régulatrice sociale, disponible et véridique. Trop même parce que elle est logique dans ces choses. Et puis elle est directe. Donc elle te dit ce qu'elle pense. Et puis elle le dit comme elle le pense. C'est une bonne travailleuse. Elle est battante comme tout. Et puis je l'aime bien parce que je peux dire qu'elle est dans beaucoup de choses en même temps. Et puis tout ce qui fait avancer le quartier, elle est dedans. Donc nous ne demandons pas plus. Nous demandons des gens comme elle. Que ce soit homme, que ce soit femme. Donc vraiment, nous réitérons nos remerciements par rapport à elle. Et elle est formidable, elle est superbe. C'est une femme très dévouée, dynamique, qui est toujours au service du peuple. Wow. Mais elle ménage aucun effort pour aider les gens. Donc, c'est une notation que je lui attribue 19 sur 20. Elle est très dévouée, très gentille, très correcte, très polie, qui aide travailleuse. Donc, elle a mérité cette journée. Aînée d'une famille polygame, femme mariée et mère de 5 enfants, Absa Samb, âgée aujourd'hui d'une 50aine d'années, a quitté l'école en classe de 3e secondaire pour supporter certaines charges familiales. Après 2 ans passés à Mbour comme vendeur dans une boutique, elle est ensuite rentrée à Pékin pour mettre en place ses activités génératrices de revenus. Dans sa famille, les témoignages sur sa personne sont unanimes. Absa a toujours été Badianougor. Elle assiste toutes les malades du quartier
Elle laisse ses occupations de côté jusqu'à ce que la situation s'améliore. En tant qu'aînée de la famille, Absa s'occupe bien de ses frères et sœurs. Je lui souhaite la réussite dans tous ses projets. Au-delà de sa casquette de Badieno Gor, Absa Samb est aussi agent d'assistance à la sécurité de proximité. Membre de la première promotion, elle a servi dans plusieurs structures avant d'être affectée à la RTS. Depuis son enfance, elle a toujours souhaité intégrer les corps de défense et de sécurité. Être femme, mère de famille et agent ASP, c'est pas facile. Mais nous invitons les femmes à s'engager dans ce corps de métier, bien vrai qu'elles commencent à l'intégrer. Il faut noter que les charges sociales sont énormes. Donc nous femmes, nous sommes obligées de supporter certaines dépenses de la famille. Certes, s'occuper de ses enfants, de son mari et des tâches ménagères, tout en étant ASP, c'est pas du tout facile. Malgré l'âge, Absa est distinguée dans son métier grâce à son engagement. Ses collègues et collaborateurs lui accordent une très grande estime. Nous avons quitté ensemble la direction générale pour venir travailler ici à la RTS. Mais je dois confirmer que Absa est gentille, disponible et très rigoureuse. C'est une amie, une confidente. Elle n'aime pas voir les gens souffrir. Sa générosité est inestimable. Son seul défaut, c'est qu'elle s'énerve vite. Absa accorde du respect à tout le monde. Ça nous fait toujours plaisir de la fréquenter. Elle crée de l'ambiance et nous assiste dans tous les domaines. Même ici à la RTS, elle nous appuie pour mener à bien notre travail. Accomplir ses devoirs de femme au foyer, de Badieno Gor et d'agent d'assistance à la sécurité de proximité, des tâches difficiles à gérer en même temps. Mais avec sa détermination en bandoulière, Absa Samb parvient à manager convenablement cette triple casquette. Les Absa Samb, il y en a de Dakar à Tambacounda. L'histoire de la dame dont nous allons vous parler fait la fierté de sa famille et de toute une région. Maman Setou, comme on l'appelle, évolue dans la restauration. La promotion des plats locaux fait d'elle une référence à Tambacounda. Pionnière dans ce domaine, Maman Setou veut léguer son savoir-faire à la jeune génération. Elle ambitionne de mettre sur pied un institut de formation pour encadrer les passionnés de la gastronomie. Thiorodian nous parle de la trajectoire de celle qu'on appelle Setou Kanté. Elle l'a trouvée dans son endroit favori, la cuisine. Depuis plus d'une quarantaine d'années, elle s'active dans la restauration à Tambacounda. Au quartier Salikeñe, les ziaras, les cérémonies familiales et autres grandes fêtes en communauté sont assurées par la restauratrice Setou Kanté. Presque 40 ans, à l'âge de 25 ans. C'était à l'âge de 25 ans que j'avais démarré cette activité ici à Tambacounda. Je me rappelle, la plus grande manifestation dont j'avais assuré la restauration, c'était la Safra, avec une dizaine de marmites très bien préparées. À l'époque, pour les cérémonies familiales, c'était une marmite de riz le matin et une autre le soir, communément appelée Ndjogonol. Avant de se formaliser, elle ne gagnait pas assez de fortune. Elle faisait de la sous-traitance. C'est grâce à Feu Libas Anne que je me suis formalisée. La sous-traitance me faisait perdre beaucoup d'argent. Des marchés de 600 000, je ne percevais que 200 000 et parfois même moins. Je demande à toutes les femmes de chercher des registres de commerce et des linéas pour traiter directement avec les organisateurs ou les entreprises. Avec l'âge, Maman Setou supervise et donne des directives. Les enfants prennent le relais et assurent avec brio le service. Dans toutes ces activités, elle m'implique dedans. Si elle n'est pas là, c'est moi qui assure l'intérim. Nous sommes nés à trouver notre maman
dans cette activité-là, avec ses sœurs, ses belles-sœurs, en tout cas, je peux dire avec toute la communauté de Tamba. Elle a formé tellement de femmes dans la restauration. Aujourd'hui, la restauratrice a mis sur pied 2 entreprises, Hasso Djigui et Moussa Maha, avec un effectif de 20 agents qui se déploient un peu partout dans la commune de Tambacounda. Les membres de l'équipe ont été très bien formés, étape par étape, entrée, plat de résistance et même parfois dessert. Il y a 3 éléments aujourd'hui qui sont partis au quartier Gouy pour assurer la restauration d'un mariage. Vraiment de grands professionnels rompus à la tâche. 3 éléments de Gouy. La brave dame fait la fierté de toute une famille et même au-delà. Cette entreprise soit internationale, que ça dépasse le niveau national, que ça soit international. En tout cas, suivre ses pas, ce n'est pas facile. Ce qu'elle sait faire, on va essayer de le faire. Mais en tout cas, on a espoir que ça ira de loin, Inch'Allah. Aujourd'hui, le rêve le plus ardent de Maman Setou Kanté est de créer un institut de formation en restauration. Ce projet va permettre de rendre autonomes les femmes et les jeunes filles passionnées de cuisine. Elle se lève très tôt, 4h, 5h, voire 6h le matin, pour aller acheter des marchandises et ensuite les revendre. Elle court pour gagner dignement leur vie. Au marché Champ de Course, vous allez le voir, ces femmes s'illustrent dans différents types d'activités pour avoir de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Dans la rubrique Société du jeudi, Dame Silla jette un regard sur le travail de ces braves dames. Chaque jour, elle se réveille vers 3h, 4h du matin pour acheter des légumes et autres produits alimentaires dans les marchés comme Thiaroye, Castor ou même dans les zones des Niayes, pour ensuite les revendre ici au marché Champ de Course. Elle parcourt quotidiennement des dizaines de kilomètres pour gagner honnêtement leur vie afin de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Vendre des légumes, ce n'est pas de tout repos. Tu te lèves à 3h ou 5h du matin pour acheter la marchandise. Certaines vont à Rufisque, Thiaroye ou Castor. Après, elles viennent les vendre ici au marché Champ de Course. Elles restent jusqu'à 15h, 16h, voire même 18h. Et une fois à la maison, en tant que mère de famille, d'autres tâches nous attendent. Les femmes se débrouillent aussi bien que les hommes. Nous faisons le maximum pour épauler nos maris dans les charges familiales. Vraiment, les femmes sont des battantes. Dans ce marché, les femmes vendent toutes sortes de produits. Au-delà des légumes, elles gèrent également des boutiques d'alimentation générale. Certes, le marché n'est pas très bien fréquenté, mais elles parviennent tout de même à faire des bénéfices. Je me déplace pour acheter certaines marchandises chez le grossiste. Pour les plus grosses commandes, je demande qu'on me les transporte. Ensuite, je les range dans ma boutique pour les revendre. Certes, ce n'est pas facile, il faut se réveiller très tôt. Chaque jour, je quitte chez moi à 5h du matin et j'arrive ici à mon lieu de travail avant 6h. Dans ce marché de recasement, les femmes sont également dans la vente des poissons. Cette dame septuagénaire quitte Yoff tous les jours pour venir vendre des produits halieutiques. Je quitte Yoff pour venir ici. Mes enfants et petits-fils vont en mer. Certes, il est temps que je reste à la maison, mais le médecin me demande quand même de faire des activités car j'ai des douleurs dans les jambes. Il faut reconnaître également que ça me permet de gagner de l'argent pour aider la famille car la vie est trop chère. Au Sénégal, les femmes constituent un maillon essentiel dans l'économie nationale. Elles sont dans tous les secteurs d'activité et se distinguent par leur engagement et détermination.
Un autre défi à relever, l'éducation défie le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a organisé un panel sur cette question. Le constat est réel, elles sont nombreuses en Afrique de l'Ouest à ne pas être scolarisées, ce qui constitue un frein à leur épanouissement social et économique. L'institution sous-régionale poursuit la réflexion pour mobiliser et sensibiliser les gouvernants et les communautés locales sur l'importance de favoriser l'accès des filles à l'école. Fatou Diouf. Pour la CEDEAO, investir dans l'éducation des filles, c'est assurer leur autonomisation économique. À travers des bourses d'études, elle leur offre des outils pour qu'elles deviennent des leaders, des innovatrices, bref, des agents de changement dans leur communauté respective. Dans l'espace CEDEAO, où la diversité culturelle et la richesse des traditions sont des atouts inestimables, l'éducation des filles revêt une importance particulière. En garantissant l'accès équitable à une éducation de qualité pour toutes les filles, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur situation socio-économique, nous renforçons les fondements d'une société inclusive et prospère. Le taux de scolarisation des filles a connu une hausse ces dernières années, mais des obstacles demeurent. Pauvreté, mariage précoce ou encore conflit armé. Le débat est posé afin de trouver des solutions. I actually see that the issue of women empowerment, accelerating education. Donc, je vois que l'autonomisation des femmes ou l'accélération de la formation des filles sont des questions très essentielles parce qu'elles sont intimement liées à la paix et à la sécurité de la région. This is why we are here to reinforce and celebrate our panelists. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation, dit-on. La CEDEAO en est consciente. L'institution sous-régionale collabore avec le GIABA dans la mise en œuvre de programmes d'appui aux filles brillantes et démunies, bourses d'excellence, programmes d'immersion des jeunes diplômés dans les domaines de la santé, de l'autonomisation économique, de la paix et de la sécurité. La 37e édition du prix Haïku a brillé de ses plus belles compositions organisées par l'ambassade du Japon au Sénégal. Cette manifestation s'est imposée comme un pont célébrant les rencontres entre les traditions nippones et les sensibilités sénégalaises. Elle a créé un cadre d'expression privilégié pour les amoureux du haïku, cette forme artistique capable de saisir la fugace beauté du monde en quelques syllabes. C'était en présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Le reportage de René-Léon Fonseca. Dans une célébration de la poésie et de la créativité, la 36e édition du prix Haïku a mis en lumière la finesse et la profondeur de cet art ancestral. Fatoumata Sissé, élève en 3e à la maison d'éducation Maria Baba, a ébloui le jury et remporté le premier prix. L'événement a battu cette année des records de participation avec 394 poèmes, dont 21 émanant de l'étranger. Des Sénégalais de toutes les tranches d'âge et toutes les régions ont composé des poèmes sur des thèmes diversifiés. Je suis heureux de constater que nous avons également reçu des poèmes venant de 4 continents, Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Je me félicite de cette diversité qui se perpétue d'année en année. Parmi les centaines de soumissions, seuls 83 poèmes ont répondu aux critères exigeants de l'art du haïku, qui impose des contraintes strictes de forme et de contenu. Le haïku allie donc la brièveté et la perfection, la simplicité et la profondeur. Le haïku est un vrai hymne à la vie et s'adresse à la sagesse intuitive du lecteur. C'est dire que le haïku, germé au Japon, a bien fleuri sur le terreau fertile du Sénégal, terre féconde de poésie et de métissage culturel. Le haïku, ce genre poétique qui donne à voir une sobriété miraculeuse et enchanteresse, pour citer notre maman Aminata Sow Fall. Depuis un demi-siècle, le Sénégal et le Japon célèbrent ensemble l'art du haïku, une tradition qui a su tisser des liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux pays. Rien d'étonnant que le Sénégal ait élu le haïku, qu'il est tout naturellement dans ses modes d'expression littéraire et surtout qu'il y excelle depuis qu'entré dans ce pays de la Teranga,
par la bénédiction du poète président Léopold Sédar Senghor, ce genre s'élève à la hauteur de notre poésie en français, mais davantage dans les genres de notre orature, comme le bac, le cagne, le tag, le tassou, entre autres. Le haïku est un court poème composé de 17 syllabes divisées en 3 vers, un art qui, en peu de mots, rappelle la beauté de l'instant. Le sujet va sans doute vous intéresser tellement qu'il intéresse justement les Sénégalaises et fait débat dans les foyers. Mariage et maraboutage, c'est le thème de votre magazine Lissi Birsey. Retrouvez dans quelques instants Fama Diouf et ses invités juste après le journal pour un débat sur un thème actuel et assez controversé. Lissi Birsey donc, avec Fama Diouf et les équipes techniques de la RTS pour parler de mariage et de maraboutage. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. 23h, en autre journal sur la RTS. Chers téléspectateurs, ravi de vous revoir pour vous donner l'essentiel de l'information météorologique qui reste marquée par une fraîcheur nocturne et matinale qui continue d'être ressentie à l'intérieur du pays et une légère couche de poussière qui sera notée vers la partie nord du pays. L'animation satellitale nous montre donc des vents nous provenant des zones tempérées et qui occasionnent donc une descente d'air frais à l'intérieur du pays. Cette sensation de fraîcheur sera d'ailleurs beaucoup plus marquée vers le littoral, sur l'axe Saint-Louis-Dakar, allant vers Ziguinchor. Ce qui fait qu'en termes de prévision, à partir de cette nuit, allant la matinée de demain, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel étoilé qui sera partout ailleurs noté. Côté sensation, la fraîcheur nocturne et matinale sera ressentie sur le littoral, sur l'axe Saint-Louis, Thiès, Dakar, allant vers Ziguinchor, avec des valeurs qui tourneront entre 17 degrés dans certaines localités, allant jusqu'à 20 degrés. 19 degrés attendus sur l'axe Sédhiou, allant vers Kolda, 20 à 22 degrés attendus vers la partie centre du pays, vers la partie orientale, 23 degrés attendus vers Matam. Il ne fera pas trop frais à Bakel avec une valeur de 26 degrés attendus aussi à Tambacounda et 27 degrés comme le maxi des mini attendu à Kédougou. Au courant de l'après-midi du mercredi, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel ensoleillé, donc le ciel va régner en maître sur l'ensemble du pays, ce qui présage donc d'une sensation de chaleur à l'intérieur des terres, avec des valeurs, comme vous pouvez le voir, de 40 degrés attendus dans certaines localités comme Sédhiou, à Bakel, 41 degrés attendus sur l'axe Kolda allant vers Tamba, 42 degrés attendus à Kaffrine et à Kédougou, ce qui constitue d'ailleurs le maxi des maxi. Vers la partie centre et nord du pays, la sensation de chaleur aussi sera ressentie avec des valeurs qui tourneront entre 37 degrés dans certaines localités comme Podor, allant jusqu'à 39 degrés sur l'axe Linguère, allant vers Diourbel, 34 degrés attendus sur Thiès et Mbour, Saint-Louis gardera une valeur de 33 degrés et Dakar, comme d'habitude, gardera une valeur assez clémente de 25 degrés. Donc, en résumé, chers téléspectateurs, retenez cette fraîcheur nocturne et matinale qui continue d'intéresser l'intérieur du pays, et plus particulièrement le littoral, l'axe Saint-Louis, Dakar allant vers Ziguinchor, avec des températures minimales qui tourneront entre 17 degrés allant jusqu'à 20 degrés. Mais au courant de l'après-midi du mercredi, la sensation de chaleur sera ressentie à l'intérieur des terres avec des valeurs de 42 degrés attendues dans certaines localités. Et la poussière qui sera encore notée vers la partie nord du pays, mais ce sera une légère couche de poussière qui sera cette fois-ci attendue. Voilà qui met fin à ce bulletin météo. Excellente soirée à vous.
Jouer au PMU devient chose facile pour les parieurs. Rendez-vous sur Play Store et téléchargez l'application PMU Sénégal. Créez un compte en remplissant la fiche d'identification. Avec Wave ou Orange Money, rechargez votre compte PMU Sénégal au menu à droite de votre application. Pour jouer, cliquez sur la tête de cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux partant. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Amis et fidèles téléspectateurs qui nous suivez, bonsoir. Nous sommes encore une fois très heureux, mais surtout ravis de vous accueillir une nouvelle fois de plus sur votre rendez-vous de tirage Sénégal Loto Jackpot de ce mardi 5 mars 2024, qui ce soir, à l'affiche de notre cagnotte, porte cette très charmante somme de 22 millions de francs CFA. 22 millions de francs CFA, mon ex-jackpot de ce soir. Alors, sans plus attendre, nous allons sur un tirage sous la supervision de notre huissier de justice, Maître Diop. Bonsoir à vous, Maître. Bonsoir. Nous vous rappelons que Maître Diop est le représentant de Maître Madame Gueye, huissier de justice à Dakar. Très bonne chance à tous et c'est parti pour le tirage. Dans quelques instants, comme si les téléspectateurs nous allons découvrir ensemble sur le carton numéro comme résultat de notre tirage de ce soir, portant cette très charmante cagnotte de 22 millions de francs CFA. Et espérer qu'à l'issue de ce tirage, je nous mène un nouveau gagnant de cette très charmante cagnotte. Alors, et déjà, comme premier numéro, nous avons le numéro 29, suivi du numéro 36. En troisième position, nous avons le numéro 9. Alors, et enfin, comme quatrième, et dernière boule, nous avons le numéro 24. À présent, nous allons Maître Diop, ngir suñu validation. Waaw Pape 29 36 9 ak 24 mooy numéro yi gën a tey ci loto bi. ñu ngi lay jaajëfal Maître Diop léegi nag mbokku téléspectateurs yi dañuy rek daal di dem xool nous allons avoir un gagnant du jackpot ce soir et on se retrouve juste après ce générique. Ce soir, amis et fidèles téléspectateurs, nous n'avons pas de gagnant du jackpot, mais le jeu continue toujours avec cette nouvelle cagnotte de 25 millions de francs CFA. 25 millions de francs CFA, mon ex-un jackpot Bousouba. Si vous voulez tenter cette chance, vous allez faire une combinaison de 4 numéros entre 1 et 56. Rek dal dem valider ko sen ay boutique LONASE, boutique Première Bête ou le kiosque LONASE. Et gatchal nga la metam nak suñu ay nombre gagnant 2 ak 3 numéros. Ndaxte soo trouver 2 numéros, c'est une mise d'un par 12. 3 numéros, c'est une mise d'un par 200. Pour 4 numéros, vous remportez le jackpot. La tenue tàggatoo nag ñu leen di fàttali mën ngeen di suivre suñu stade tirage sur www.lonase.sn wala suñu page Facebook wala Instagram Sen Loto Jackpot. C'est du tout pour ce soir. Ñu leen di jox dig daje suba ak jàmm pour notre tirage et passe une excellente soirée. sama papa mii ki ko takk xam nga moom takkul dañ koo takk ki ko takk nag la jël teg ko ci kaw sama yaay ji mu koy manipuler di ko utiliser def boppam ren def sama yaay esclave. dag maa takk ma sëy si indaale leen kon man li ma war a def lépp def naa ko ba mat. sa papa nag dafa mës a manqué ba mel ni ñett dërëm yu ñaari réer mu des benn de. yow xool yaa ngi may galgal yow du ma la dóor di yàq sa xol mais xam nga li sa tànk yow gis ko fee ngay bañ
man bu doon may yow fa laay dellu di man daxal gundaandaat kaw ak suuf te kenn du la mën a dara. dangaa ne dangaa organiser sa lii indi fi sama famille pour torturer leen loolu du jàll ak man. li la intéressé wax nga ko mooy nan ngay fexe ba ma jógee ci kàtt mu teg fi keneen mais tuuti nga ci munoo ko. am kay leneen lay xaar waaye du lii ah ñii amuñuy caaxaan ndax maa ngi ñoom nag yàgg nañu. commissaire Mballo damaa bëgg pour ngeen taal oto rek ñëw ndax damay waaj a def crime nii sama doom Ndeye Ndiaye laay rey léegi pour ngeen ñëw ma rey ko ngeen jàpp ma tëj ma ci kaso bi li des sama dund waaw Ndeye Ndiaye mooy sama taaw moom laay war a rey nii. ñëw leen. Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue sur la RTS 1.